Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs et puis au laboratoire Shire de me donner l'occasion de venir vous présenter le point de vue du clinicien sur la prise en charge des patients avec un déficit immunitaire primitif ou secondaire. Je parlerai surtout du primitif, mais on peut élargir le débat également au secondaire, avec la problématique de la prise en charge à domicile. Pour préciser mon activité, moi je suis interniste de formation, maintenant je suis MCUPH au laboratoire d'immunologie au CHU de Lille. Mon activité aujourd'hui clinique est vraiment en très grande majorité dédiée au diagnostic, la prise en charge, le suivi donc des patients ayant un déficit immunitaire, ce qui me permet de vous donner un point de vue et qu'on pourra discuter après. Alors mes différents liens d'intérêt sur le sujet et en dehors. Et voici le plan que je propose de vous présenter. Vous réexpliquer les choix, mais d'un point de vue plus clinique que ce qu'on a pu voir à l'instant. On voit qu'on a un éventail de possibilités de produits qui est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut voir après, c'est comment guider le choix et comment nous, cliniciens, avec le patient, parce que vous allez voir, en tout cas dans ma pratique, le patient a quasiment le dernier mot. Après, il a toutes les informations, les pour, les contre, avantages, inconvénients, mais c'est le patient qui choisit. Et puis, je dirais un petit mot aussi, parce qu'effectivement, c'est le sujet du moment de la problématique de tension. Et comment guider le choix, je parlerai du clinicien, mais je vous donnerai aussi les résultats d'une enquête qui a été menée par l'association IRIS, que je vais présenter, mais Martine Perjean, ici présente, pourra développer après le point de vue des patients, puisque Mme Perjean représente l'association IRIS qui avait mené cette enquête, justement. Alors les choix, donc on l'a vu, moi je le présente de manière plus tournée vers le mode d'administration. Donc on a l'IV qui peut se faire à l'hôpital ou à domicile, en tout cas nous on en a une grande expérience. La sous-cut, j'irais conventionnelle ou hebdomadaire, donc en pratique les intras ou le gamma norme. Et puis maintenant la sous-cutanée dite facilitée, la IQVIA, qui se fait également à domicile. Voilà ce qu'on présente déjà aux patients quand on fait un diagnostic de déficit immunitaire pour lequel on retient une indication de traitement substitutif. Alors, qu'est-ce qui peut guider le choix? C'est les grands principes de la prise en charge. Donc l'IV HDJ ou domicile. Il ne faut pas que ce soit un frein. L'IV peut se faire tout à fait à domicile. En tout cas, nous, on a une très bonne expérience, même si je sais que dans certains centres, ça fait peur. Bien sûr, il faut une infirmière libérale formée. Il faut un abord veineux périphérique. C'est des perfusions qui durent 3 à 6 heures. On est sur des fréquences classiquement de 4 semaines, parfois de 3 semaines. La sous-cut dite hebdomadaire, donc là, elle se fait à domicile avec un patient qui est généralement autonome, c'est-à-dire qu'il apprend, et ça se fait très vite, en 3 séances, c'est fait, à manipuler le matériel et à s'administrer en sous-cutané le produit. Mais ça peut être avec l'aide d'une infirmière si le patient a peur ou s'il pense qu'il va oublier, qu'il pense qu'il ne sera pas observé. On a différents modèles de pompes qui permettent d'administrer ce produit en sous-cut sur 1 à 4 sites en même temps. Ça représente des perfusions d'1 à 2 heures et plutôt toutes les semaines, tous les 10 jours, exceptionnellement selon le gabarit du patient, tous les 14 jours, on peut le faire. Et puis la sous-cutanée dite facilitée, donc une expérience beaucoup plus récente en France. Je pense qu'on a dépassé là, les 100 patients traités en France, mais pas beaucoup plus encore aujourd'hui. Il y a d'autres pays européens comme la Hollande, l'Allemagne qui ont une expérience de plusieurs années qui est excellente dans le domaine, et je crois même que c'est une des immunoglobulines les plus prescrites maintenant, avec des volumes qui peuvent aller jusqu'à 200-500 ml en sous-cutanée. Je vais expliquer comment, donc sur un ou deux sites et sur des perfusions de 1h30, 2 heures, on va dire en moyenne. Donc ça peut être très intéressant présenté comme ça. On va voir qu'il y a quand même des inconvénients avec une fréquence donc de 3 à 4 semaines quand tout va bien. Alors je reste sur cette sous-cut facilité. Le principe, c'est qu'on injecte au préalable ce qu'on appelle une hyaluronidase, qui est une enzyme qui va faire une petite poche virtuelle dans la graisse sous-cutanée abdominale. Et on laisse l'aiguille en place et on administre 5 minutes après les immunoglobulines dans cette poche virtuelle qui finalement va s'ouvrir pour accueillir un gros volume d'immunoglobulines. Alors évidemment, on ne va pas faire ça dès le premier jour, 500 ml pour voir si ça se passe bien. On va y aller progressivement, un quart de dose, puis une semaine après la demi-dose mensuelle, puis 15 jours après 3 quarts de dose, et puis si tout va bien, soit on attend un petit peu en faisant 3 quarts de dose mensuelle toutes les 3 semaines, soit on passe à toutes les 4 semaines. Voilà ce que ça peut donner avec un patient un peu corpulent. Donc là, il faut deviner autour du pansement qu'il y a une petite bosse, il y a un petit coussinet ici. Bon, là, ça se voit un petit peu mieux, en tout cas moi sur mon PC. Oui, à l'écran, ça se voit bien aussi. Donc en gros, ça ne se voit plus du tout en 24-48 heures et la sensation de pesanteur peut durer également 24-48 heures. Ça dépend des patients. Dans mon expérience, qui est de 5 à 6 patients pour l'instant, donc elle est modeste, ça se passe plutôt bien, mais il y a des patients pour lesquels c'est un problème. Donc ça n'est pas la solution miracle non plus. Il y a des patients qui supportent ça très bien et qui trouvent qu'avoir ce petit coussinet pendant 24-48 heures une fois par mois, c'est pas un souci. Mais on a des sportifs intenses qui ne veulent pas ne pas aller en salle pendant 2 jours, qui ont des enfants et ou des gens qui ont des enfants qui ne veulent pas être un peu au repos pendant 24-48 heures. Et puis esthétiquement, il y a des jeunes femmes minces que ça peut gêner aussi. Et puis ça peut être un peu douloureux. Donc vous voyez, il y a quand même des effets secondaires locaux qui ne sont pas à minimiser quand on l'explique en tout cas au départ. Mais
En même temps, c'est une offre de plus et ça peut vraiment convenir à des patients qui ne sont pas bien, qui ne sont pas confortables avec les autres modes d'administration. Alors comment on choisit et surtout comment on guide le choix. Donc encore une fois, moi mon point de vue, mais ça peut se discuter, c'est que le patient doit avoir toutes les cartes en main pour choisir et doit faire le choix lui-même à la fin. On a une problématique, surtout quand on met les patients à domicile, c'est l'observance. Donc il faut que le patient ait été acteur du choix et soit convaincu, que ça va marcher, et on lui démontre assez facilement généralement, et que entre les différents produits, il n'y a pas de différence. Donc, dans la littérature, quand on compare sous-cut hebdomadaire et IV, il n'y a aucun doute, l'efficacité clinique est vraiment la même. Les taux résiduels sont a priori un peu supérieurs à l'IV. Je vous ai pas remis les courbes, la cinétique, mais bon, sur des études, on va dire américaines, avec des objectifs de taux résiduels qui ne sont pas les nôtres, donc c'est peut-être discutable, mais on peut retenir efficacité identique à posologie comparable, c'est l'essentiel. Ensuite, si on parle toujours d'efficacité sur la sous-cutanée facilité, donc l'IQVIA versus les autres, voilà, on a peu de données. En termes d'efficacité clinique, pour l'instant, dans la littérature existante, pas de différence. Et à nouveau, sur les taux résiduels d'immunoglobuline, c'est comparable à l'IV. Pour l'instant, c'est le seul comparateur qu'on ait. Donc globalement, en termes d'efficacité, il n'y a pas de raison d'en choisir une plus qu'une autre. J'ai retenu tout à l'heure ce que vous disiez sur les concentrations en sous-classe d'IgG. À mon sens, c'est théorique, hein, mais à mon sens, ce n'est pas un vrai problème clinique. Sauf dans un cas, les patients qui ont un déficit très franc en IgG3, dont la demi-vie est beaucoup plus courte que les autres sous-classes, c'est 7 jours, et donc on n'est pas surpris que ces patients soient mieux en sous-cutané hebdomadaire qu'en IV. Au-delà de ça, la concentration des différents produits, je sais qu'il y a des médecins qui posent des questions, moi je tempérerais un petit peu ça. Pareil sur la fonction rénale, ça sera la tolérance, je pense que ce n'est pas trop un souci en substitutif. Je parle bien de substitution, pas en immunomodulation, bien sûr. La dose n'est pas la même, donc le problème n'est pas la même vis-à-vis du rein. Ce n'est pas un gros souci. Donc la tolérance, j'y viens. Pour l'instant, les grandes études et toutes les études qui ont été faites sont des études de qualité de vie. Donc, est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que votre vie va mieux? Est-ce que vous tolérez mieux l'IV que la sous-cut? C'est souvent la question qui a été posée, ou la sous-cut que l'IV. Alors, la réponse est oui si on regarde la littérature, mais il y a un énorme biais, c'est qu'on a mis dans les études des patients qui n'étaient pas bien en IV, on leur a dit on a une nouvelle immunoglobuline, c'est en sous-cut, vous allez voir, c'est formidable. Et puis, globalement, les patients qui ont accepté de quitter l'IV pour aller en sous-cut, oui, ils étaient contents, globalement. Donc, il y a un petit biais dans la littérature là-dessus. Et je pense qu'il faut le savoir, hein, que ça peut convenir à nouveau à certaines personnes, mais qu'il y a des gens qui sont très bien en IV, qui changeraient pour rien au monde, et il ne faut pas leur enlever l'intraveineuse si c'est leur truc, si ça leur convient, ça correspond à leur mode de vie. C'est un peu ce qui ressort de l'enquête d'Iris aussi, que je vous présenterai après. Donc la sous-cut, c'est pas le miracle en termes de qualité de vie par rapport à l'IV, c'est juste que dans la littérature, les patients étaient un peu sélectionnés quand même. L'expérience lilloise, qui est une expérience, et encore, ce n'est pas toute l'expérience du CHU de Lille. Là, je vous mets notre service en DIP, DIS. On a un service de pneumologie qui a beaucoup de patients substitués, qu'on suit conjointement, mais je n'ai pas forcément toutes les données. Et puis, on a le service des maladies du sang qui substitue aussi beaucoup de secondaires, je n'ai pas les données. Donc là, en gros, c'est plutôt du déficit immunitaire primitif. Vous voyez qu'on a, nous, une énorme majorité de patients qui sont à domicile, en sous-cut ou en IV. 46%, 38%, c'est la sous-cut à domicile et l'IV à domicile, donc il nous en reste à peine 15% qui sont, non même pas, 6%, 3 patients qui sont en hôpital de jour. Donc c'est rien sur 48. C'est rien. Pourquoi ces trois-là sont en hôpital de jour? Parce qu'il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas aller à la maison, ils ne veulent pas avoir le produit à la maison, ils ne veulent pas le pied à perf, ils ne veulent pas s'occuper eux-mêmes du traitement, et puis ils ne veulent pas non plus avoir tout ce matériel dans la famille, enfin voilà. Ou alors ils ont un dossier compliqué, et puis leur suivi peut être justifié en hôpital de jour. Ça, c'est notre expérience. Je ne pense pas que ça reflète l'activité globale des services de médecine interne, d'immunologie clinique, qui peuvent avoir des patients plus lourds et un peu plus en hôpital de jour, ou qui ont peut-être moins d'expérience du domicile. En tout cas, nous, le domicile, on a plutôt un très bon recul. Alors comment on choisit? Est-ce que c'est le mode d'administration, IV ou sous-cut? Est-ce que c'est le lieu d'administration qui doit guider le choix? L'inverse? C'est pas évident et en fait c'est vraiment du cas par cas, donc je ne peux pas vous présenter de règles. Ça dépend à nouveau de l'expérience qu'a le centre de la prise en charge à domicile. Est-ce qu'on a des infirmiers d'éducation qui sont disponibles pour faire la formation? Est-ce qu'on a un prestataire, souvent on en a un, voire même plusieurs, qui est très présent et partant pour éduquer les patients en hôpital de jour avant qu'ils passent à la maison? Est-ce qu'on a des patients simples ou compliqués? C'est un peu tout ça. Le mode de vie du patient, et c'est là où le patient a son mot à dire, bien sûr, sur le mode de traitement. La tolérance en IV, là, pour le coup, elle peut être mauvaise, notamment sur des céphalées. On a des patients qui ont des céphalées incoercibles à cause des immunoglobulines, qui sont malades pendant 3 jours, 4 jours après chaque perf. C'est pas tenable, et parfois même en sous-cut. On a vu ça aussi.
Ensuite, pour l'HDJ ou l'IV, c'est vraiment le patient et puis l'habitude du service à nouveau. Donc il n'y a pas de règle. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et je pense qu'une fois qu'on a expliqué au patient que l'efficacité était la même, c'est plutôt le mode de vie du patient qui doit vraiment définir le choix. Donc, ça, c'est un point de vue. Alors, je vais vous transmettre ici les résultats d'une enquête qui a été menée par IRIS, donc l'Association nationale pour les déficits immunitaires primitifs. 513 répondants, donc déjà une grosse enquête. Et ça permet de faire un petit état des lieux et puis aussi un retour des patients. Parce qu'il y a le point de vue du docteur, mais le point de vue des patients, quand même important. Donc là, on voit que sur les patients répondants, les 3/4 étaient à domicile, qu'une majorité des 2/3 étaient en sous-cut. Ça, c'est pour situer un petit peu le panel des gens qui ont répondu. Et puis, quand on regarde les résultats, qui a choisi, on a l'impression que le lieu est plutôt le choix des patients, mais de pas beaucoup. Vous voyez, 54% des patients à l'hôpital ont choisi d'être à l'hôpital, 56% des patients à domicile ont choisi d'être à domicile. Donc, plutôt le choix des patients, mais le ressenti des patients, c'est quand même, c'est souvent le docteur. Et la voie, il semblerait que ce soit surtout le choix des médecins. Ça, c'est le ressenti des patients, puisqu'il y a seulement un tiers des malades qui ont choisi l'IV ou la sous-cut. Voilà. Les motivations des patients pour la sous-cutanée, alors c'est des choses qu'on sait, si on doit mettre quelque chose en avant, je ne sais pas si on voit ma flèche, oui, l'autonomie, les patients qui préfèrent être à domicile, une injection sous-cut en parfaite autonomie, je fais moi-même mes perfs à l'heure que je veux, au moment où je peux, ça c'est vraiment ce qui est mis en avant, ça va avec poursuivre une vie normale pendant le traitement, adapté aux besoins, à la protection régulière, là c'est déjà un peu le point de vue du docteur qui arrive, je trouve, dans le point de vue du patient, mais c'est une réalité, la tolérance aussi, et puis il y a des services où on leur dit sous-cut c'est domicile, vous n'aurez pas l'IV. Donc si vous voulez que ce soit à la maison, c'est sous-cut. Or, on peut proposer l'IV. Mais vous voyez que dans 83% des cas, il fallait avoir la sous-cut pour aller à la maison. Et les arguments de ces patients contre l'IV, c'était l'accès veineux, bien sûr. Il faut quand même un capital veineux qui tienne le coup, l'accompagnement par un infirmier, qui peut être quelque chose d'astreignant, bien sûr, quand on travaille notamment. La motivation des patients pour l'IV, vous voyez, on retrouve la tolérance. C'est-à-dire qu'il y a 95% des patients sous IV qui l'ont choisi ou qui en sont contents parce qu'ils tolèrent très bien l'IV. On pourrait penser que la tolérance, c'est toujours la sous-cut. Non, non, pas du tout. Il y en a pour qui c'est parfaitement adapté aux besoins. L'espacement des cures est un argument. Et puis le suivi médical, mais ça, c'est des patients qui sont plutôt en hôpital de jour. Et puis contre la sous-cut, pour ces patients en IV, c'est justement la fréquence et puis les réactions locales. Qu'il ne faut pas non plus exagérer, ces réactions locales. Elles existent parfois, elles sont importantes, mais surtout au début. Et après, ça s'estompe. Il faut rassurer les patients. C'est normal que ce soit rouge et gonflé au départ, les premières semaines, et puis au fur et à mesure, ces symptômes s'estompent et ne posent plus de soucis. Donc voilà pour l'IV. Et donc, finalement, largement, j'ai fini beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter en 10 minutes ? Mais ça sera bien, on pourra discuter un peu plus. Puisque je n'ai qu'une diapo sur mon point de vue sur la conduite à tenir en cas d'indisponibilité de produits. Vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, c'est une situation récurrente et donc c'est un problème pour les pharmaciens, c'est un problème pour les patients, c'est un problème pour les cliniciens, c'est un problème pour tout le monde et les solutions ne sont pas simples, on l'a dit. Il y a un truc sur lequel je pense que là, il ne faut pas transiger, c'est qu'un patient qui a un déficit immunitaire primitif, mais aussi secondaire, ne doit pas rester sans immunoglobuline. Donc là, ces dernières semaines, j'ai des mails de patients qui m'écrivent on m'a donné un autre produit avec l'accord d'un médecin, je ne sais pas lequel, parce que c'est a priori moi qui étais le prescripteur, et donc on a changé, mais ils n'avaient pas le bon conditionnement, donc là on m'injecte les 3/4 du flacon et l'infirmière elle jette le reste. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Sous-entendu, le patient sait que non. Donc non. Donc là, voilà, on contacte le pharmacien, on trouve une solution, et puis si on baisse la dose en fonction du dossier, comment va la patiente ou le patient, et on adapte. Et puis j'ai deux frères qui ont c'est encore des exemples très récents, c'est le mois dernier, qui ont un bruton, tous les deux, une gamma-globulinémie liée à l'X, et puis ils sont restés 2 mois sans immunoglobuline parce qu'il n'y avait plus leurs produits. Ça, je leur ai même demandé de contacter Iris pour remonter ces infos-là. Et donc, je suis d'accord. Et donc, le médecin qui vous suit, il a fait quoi ? Rien. On m'a dit qu'on me rappellerait. Et le pharmacien, il vous a proposé autre chose ? Non. Puis de toute façon, j'y vais en hôpital de jour. Et comme je suis arrivé ce jour-là, ils n'en avaient pas. Ils m'ont dit qu'ils me rappelaient. Et donc 2 mois sans traitement. Donc il y en a un qui a eu une perf parce qu'il a refait des infections bactériennes. Donc lui, il a eu le droit de revenir en hôpital de jour et d'avoir sa perfusion. Et puis son frère qui est venu avec parce que pas fou. Il a suivi et il a eu sa perf ce jour-là aussi. Sinon, je ne sais pas quand il l'aurait eu. Et je sais que cette gestion-là, pour vous, des patients en substitution, elle n'est pas simple. Vous avez, je pense, tous des listings avec le nom des patients qui reviennent chercher leurs produits en rétrocession tous les mois, en sous-cut, en IV, etc. Je pense qu'il faut qu'on reste
très vigilant. J'ai mis, mais j'avais dit que je ferais un peu de provoque, mais c'est pour la discussion. Est-ce qu'on peut réserver aujourd'hui un stock dédié aux patients qui ont un déficit immunitaire primitif? Vous allez me dire après. Ça reste en tout cas quand il y a des recommandations qui sortent, ce qu'on dit, hein, les patients au déficit immunitaire primitif doivent avoir accès en permanence à leur traitement. Solliciter une autre pharmacie hospitalière, alors j'ai mis 3 croix comme si c'était simple, je pense que c'est pas si simple, parce que si c'est en tension, tout le monde est en tension, et je pense que personne ne déborde d'immunoglobuline quand l'hôpital d'à côté en manque, donc ça ne doit pas être si simple que ça. Mais on l'a vu il y a encore pas longtemps, il y a des pharmacies hospitalières qui sont peut-être plus dotées que d'autres, et donc pour les hôpitaux périphériques, c'est quand même une possibilité. M. Guyani a dépanné une de mes patientes la semaine dernière qui avait plus son produit. Alors switcher pour une autre préparation dose pour dose. Je sais que vous ne pouvez pas switcher de vous-même, que ce n'est pas le pharmacien hospitalier qui va dire j'ai plus de clearing, vous allez prendre du Privigène ou l'inverse, etc. Mais il faut quand même garder ce réflexe. Ça veut dire qu'il faut, s'il y a un problème pour un patient, dire bah, écoutez, je vais appeler votre prescripteur. Généralement, vous avez trace quand même du prescripteur habituel ou du prestataire, sinon, et on va essayer de voir si on peut changer. Et là, moi, je dis toujours oui, parce qu'il n'y a aucune raison de contre-indiquer une autre. La tolérance est la même. Je ne ferai même pas revenir le patient en hôpital de jour s'il est sous clearing à domicile et qu'il faut lui faire 2 perfs de Privigène. J'ai aucune inquiétude. Bon, ça, c'est moi. Après, tout le monde ne partagera peut-être pas ce point de vue-là. Et peut-être qu'ils voudront remettre le patient en hôpital de jour au cas où il ne tolérerait pas le Privigène ou le clearing ou le Kiovig, pas faire de jaloux, ou vice-versa, de DIP1. De DIP1, on est bien dans le déficit immunitaire primitif, non pas que je me moque des autres, mais je parle bien du primitif. En immunomodulation, c'est normal, parce que la dose n'est pas la même, donc le risque rénal, pour le coup, je ne suis pas revenu dessus, n'est pas le même non plus, mais pour les doses substitutives, pour les préparations, on va dire modernes, d'immunoglobuline, sous-cute pour le rein, aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'on peut être vigilant chez le patient qui est insuffisant rénal chronique ou qui est sous IEC, etc. Mais il y a, moi, j'ai jamais vu de problème. Et pour les IV, les préparations IV dont on dispose aujourd'hui, pareil. Mais après, au docteur, au prescripteur, d'identifier le patient à risque pour lesquels pourrait y avoir un souci, et éventuellement d'anticiper, de faire une séance de créate. Mais globalement, en substitution, aux doses substitutives, effectivement, il faut répéter, il n'y a pas de souci. Donc il faut rester souple sur la possibilité de switcher et donc ne pas hésiter à appeler le prescripteur pour l'organiser. C'est vraiment dans l'intérêt du patient. J'ai eu une patiente il n'y a pas très longtemps, l'été dernier, on n'était pas en période de tension, mais la pharmacie hospitalière ne lui a pas délivré la quantité qu'il lui fallait pour partir 2 mois au Maroc. On lui a donné la moitié en disant je ne peux pas vous donner plus. Elle est rentrée en France, elle a réussi à rentrer en France, mal, et elle a fait 1 mois de réanimation, parce qu'elle a fait la pneumopathie bactérienne, hypoxémiante sévère, les complications de l'ARIA, etc. Donc vous voyez, elle n'a pas eu toute la quantité qu'il lui fallait. Prenez quelqu'un qui n'a pas son traitement pendant 2 mois alors qu'il est perfusé tous les mois en IV par exemple, les conséquences c'est immédiat pour certains patients, avec un pronostic vital qui est engagé potentiellement. Donc c'est pas un caprice du patient, quoi. Donc voilà, évidemment ça c'est le vœu pieux, mais je pense que dans les services où on a beaucoup de patients, ça se passe bien, il faut le faire, il faut communiquer, le pharmacien hospitalier, le patient. Moi j'éduque les patients en ce moment, je leur dis, si vous avez un problème d'approvisionnement, voyez votre pharmacien, appelez-moi, restez pas tout seul dans votre coin sans immunoglobuline chez vous en disant c'est pas grave, on m'appellera. Le prescripteur et les prestataires qui accompagnent les patients à domicile font un rôle essentiel dans l'accompagnement aussi de ces difficultés-là. Voilà. Je vais conclure. La substitution au domicile, c'est IV ou sous-cut. De mon point de vue, il n'y a pas de raison de pousser un patient à prendre l'un ou l'autre. Il faut que ce soit son choix, parce qu'après, c'est sa vie aussi qui est impactée par le traitement. Et donc, il faut que ce soit le patient qui choisisse, parce qu'il n'y a quasiment aucune raison, on pourrait parler des IG3, de privilégier l'une ou l'autre. L'hôpital, nous en tout cas, on a en clair un hôpital de jour qui déborde, donc de toute façon on pousse un peu au domicile, mais on n'a jamais forcé personne. Généralement, pour ceux qui ont très très peur du domicile, on les prend 6 mois en hôpital de jour. Une fois qu'ils ont vu que le traitement se passait bien en IV, etc., ils passent à la maison. Parfois il faut pousser un petit peu, et après ils disent merci, parce qu'en fait ça se passe très bien et que c'est quand même beaucoup plus confortable de le faire à la maison. Donc on prend en compte aussi dans le choix ce que le patient a compris du diagnostic, le fait que ce soit un traitement à vie, puis son contexte. C'est sûr que l'artisan qui bosse 6 jours et demi sur 7, il préfère la sous-cut à la maison le soir plutôt que l'IV à un hôpital de jour. C'est caricatural, mais c'est un peu la vraie vie. Et donc donner le choix au début et au cours du suivi, ce qui fait aussi que vous pouvez avoir parfois des prescriptions ponctuelles d'immunoglobuline pour des déficits immunitaires. C'est par exemple l'été. Moi, les patients qui sont sous cut hebdomadaire toute l'année, qui vont bien, je leur redis avant les vacances, vous pouvez m'appeler, on vous fait une IV en hôpital de jour, comme ça vous ne partez pas avec tout le produit dans la voiture pendant vos 3 semaines de vacances. Ça, je pense qu'il faut qu'on reste souple là-dessus aussi. C'est un exemple. Et puis il y a des patients qui un jour sont plus bien avec leur traitement, il faut switcher.
L'IV, vous en avez marre, on passe en sous-cut. La sous-cut, ça vous convient plus, ou alors vous en faites une sur deux, et puis ça vous prend trop de place maintenant dans votre vie, on passe à l'IV, et puis vous restez à la maison. Et puis, période de tension, on l'a dit, la communication, je ne veux pas redétailler le reste, mais en tout cas, on vous rappellera quand on en aura. Ça, quand j'entends ça, qu'un patient me dit sans consultation, ça, je pense que tout le monde est d'accord ici. Si vous êtes là, si vous êtes impliqué et concerné, ça, on ne peut pas laisser dire ça. Voilà. Merci de votre attention.